Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus. Et c'est vraiment un grand honneur pour moi de vous recevoir et de vous présenter les projets de recherche que nous développons grâce au soutien de l'ARC. Donc, ces projets de recherche visent à répondre à une question importante, c'est comment améliorer les immunothérapies d'un cancer de la peau qui s'appelle le mélanome et que je vous présenterai brièvement tout à l'heure. Et c'est un projet qui émane de l'équipe de recherche que je co-dirige avec le docteur Nathalie Andrieux-Abadi, que vous aurez la possibilité de rencontrer tout à l'heure, au niveau du CRCT, et qui est en interaction avec deux autres équipes. Une équipe, l'équipe du docteur Anne Dejean, qui travaille dans un autre institut à Toulouse, qui est spécialisée sur l'étude de la réponse immunitaire, et une autre équipe qui est l'équipe du professeur Maha Ayoub, qui elle est à la fois au niveau de l'Institut universitaire du cancer et à la fois donc au niveau du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et c'est un travail qui émane d'une recherche fondamentale et qui a permis de développer un concept que nous avons pu tester chez les patients atteints de mélanome avancé, donc grâce notamment au professeur Nicolas Meyer, qui est l'oncodermatologue de l'Institut universitaire du cancer. Alors, je vais vous faire une présentation relativement didactique, je l'espère, et l'idée est de vous présenter un petit peu les concepts rationnels de notre recherche. On part du constat que l'immunité lutte contre le cancer. On pense que quotidiennement, il y a des cellules précancéreuses qui se développent dans l'organisme et que notre système immunitaire veille à identifier ces cellules et à les éliminer. Donc on part d'un constat que les lymphocytes, qui sont des cellules du système immunitaire, notamment certains types de lymphocytes que l'on appelle des lymphocytes T, peuvent tuer des cellules tumorales. Le corollaire de ça, c'est qu'on constate que dans des biopsies de tumeurs de patients, il peut y avoir un fort infiltrat dans ces tumeurs de lymphocytes T. On appelle ça, dans notre jargon de laboratoire, des tumeurs chaudes, qui sont fortement infiltrées par les lymphocytes T, qui peuvent induire une inflammation, d'où la notion de tumeur chaude. Et généralement, ces tumeurs chaudes qui sont fortement infiltrées par les lymphocytes T, qui sont représentées par ces petits points bleus là, sur la diapositive, c'est associé à de bons pronostics, mais pas toujours. Malheureusement, malgré le fait qu'il y ait un nombre important de lymphocytes T, peut ne pas être suffisant pour permettre d'éradiquer les cellules cancéreuses. Alors, il y a aussi des biopsies tumorales qui présentent un très faible nombre de lymphocytes T dans les tumeurs. Donc là, vous avez un exemple avec très peu de points bleus sur les tumeurs de droite. Donc là, on parle classiquement de tumeurs froides. Et là, c'est radicalement associé à un mauvais pronostic. Donc il y a un double enjeu. Premièrement, essayer d'augmenter l'infiltration des tumeurs par les lymphocytes T. Et deuxièmement, faciliter l'activation de ces lymphocytes T pour permettre à ces cellules de tuer les cellules tumorales. Alors là, je vous montre un petit film d'animation qui m'a été gentiment donné par le docteur Salvatore Valitutti et qui montre que les lymphocytes T qui sont en bleu sont capables d'identifier les cellules tumorales qui sont en verte, d'établir un contact extrêmement étroit et d'induire la mort de ces cellules tumorales. Donc ça, c'est ce que, bien entendu, on souhaite qu'il se passe pour permettre d'éviter la progression tumorale. Alors l'immunité lutte contre le cancer. Vous avez ici un petit schéma qui montre le lymphocyte T qui établit un contact extrêmement étroit avec une cellule tumorale, donc par exemple une cellule de mélanome. Et ce lymphocyte T va pouvoir être activé grâce à des antigènes qui sont exprimés par les cellules cancéreuses. Ces antigènes, ce sont, si vous voulez, comme une clé.
Et vous avez donc la clé qui va pouvoir interagir avec le Neyman et qui va permettre d'activer ce lymphocyte T. Donc ça, c'est un système d'activation qui est extrêmement puissant et qui est extrêmement spécifique. Seuls les lymphocytes T qui ont la bonne clé vont pouvoir être activés par les cellules tumorales. Et malheureusement, la cellule tumorale va lutter. Et elle va essayer de freiner l'action du système immunitaire. Et notamment, il y a des molécules qui ont été décrites récemment dans la littérature, alors qui s'appellent PD1, CTLA4. Ce sont des protéines qui sont exprimées à la surface des lymphocytes T et qui agissent véritablement comme des freins de l'activation lymphocytaire, ce qui va empêcher la bonne action des lymphocytes T qui ne pourront plus éliminer les cellules tumorales. Donc vous avez une balance entre les signaux d'activation et les signaux d'inhibition, donc entre l'activation avec la clé, avec les antigènes, et l'inhibition avec la pédale de frein, donc du fait de l'expression de molécules comme PD1 et CTLA4. Et si, bien sûr, vous avez une balance qui est en faveur de ces freins, malheureusement, le système immunitaire n'est pas suffisamment activé et ça va contribuer à la progression des cellules cancéreuses. Fort heureusement, il existe des médicaments qui permettent de bloquer ces freins. Alors on parle de levée des freins ou de levée d'inhibition des lymphocytes T. Et ces médicaments, ce sont des anticorps qui vont être dirigés contre les points de contrôle de l'immunité et qui vont permettre d'assurer cette levée des freins. Donc on bloque les freins, on lève les freins et on facilite la réactivation des lymphocytes T qui peuvent, dès lors, éradiquer les cellules tumorales et les tuer. Alors maintenant, je vais vous parler de façon un peu plus précise de ce que nous faisons dans le laboratoire. Nous nous intéressons, comme vous le savez, au mélanome cutané. Donc le mélanome, qu'est-ce que c'est ? C'est un cancer de la peau qui est extrêmement agressif et qui se développe aux dépens des mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont les cellules qui sont capables de produire des pigments de mélanine et qui nous protègent des rayons UV du soleil. Et ce sont des cellules qui sont très importantes et malheureusement, elles peuvent se cancériser, se transformer en cellules de mélanome justement du fait des mutations qui sont induites par les rayons UV, les rayons solaires. Et c'est un cancer qui est hautement métastatique, très très invasif, avec une incidence qui malheureusement augmente au cours des dernières décennies et on estime qu'il y a environ 15 000 nouveaux cas de mélanome par an en France. Et vous voyez avec cette petite figure que ça respecte parfaitement l'égalité homme-femme. Il n'y a pas d'avantage à être un homme ou une femme. Malheureusement, tout le monde est perdant avec le mélanome. Vous avez une incidence qui est tout à fait comparable entre les hommes et les femmes. Alors heureusement, il y a eu 10 ans de progrès d'innovation thérapeutique du mélanome. Alors là, je vous montre une figure qui parle d'elle-même. Vous avez les taux de survie des patients. Une fois qu'on diagnostique le mélanome métastatique, 3 ans après, vous regardez le pourcentage de patients qui sont encore en vie. Et vous voyez qu'avant 2010, on traitait ces patients principalement par des traitements de chimiothérapie. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez environ 10% de patients qui étaient en vie 3 ans après le diagnostic de ce mélanome métastatique. Vous pouvez noter qu'en 2010, il y a eu une première génération d'immunothérapie et qui a permis d'augmenter très significativement la proportion de patients en vie 3 ans après le diagnostic. Donc on passe de 10% à 30% à peu près. Il y a eu une autre stratégie aussi thérapeutique qui n'est pas de l'immunothérapie, qui s'appelle la thérapie ciblée. L'idée étant qu'on identifie des mutations qui facilitent la progression des cellules de mélanome et qu'on a développé des médicaments qui sont capables de cibler ces mutations et de freiner donc l'action des protéines codées par ces mutations.
Et grâce à cette thérapie ciblée, là aussi, on arrive à augmenter la survie des patients à 3 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 2015. Et parallèlement, on a développé une immunothérapie de seconde génération, qui est encore plus efficace que l'immunothérapie de première génération, et qui a permis donc d'augmenter le pourcentage de survie des patients à 3 ans de l'ordre de 50%. Et en 2016, comme les immunothérapies n'agissent pas sur les mêmes mécanismes d'action, ils agissent sur 2 freins qui sont différents, eh bien, on a eu l'idée de combiner des immunothérapies de première génération et de deuxième génération, et là encore, on augmente encore un petit peu la survie de ces patients à 3 ans. On dépasse la barre symbolique des 50%. Donc vous voyez des avancées vraiment majeures depuis 2010, grâce au développement de l'immunothérapie et aussi de la thérapie ciblée. Alors malheureusement, le constat que l'on peut faire, c'est que vous avez schématiquement un patient sur 2 qui ne bénéficie pas de ces immunothérapies. Alors l'idée, c'est que au travers de nos recherches, il est important d'essayer d'identifier des biomarqueurs qui permettent de prédire quels sont les patients qui peuvent répondre ou non à l'immunothérapie. Parce que si on arrive à identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse à ces immunothérapies, on pourra donc administrer les immunothérapies aux patients. Si, à contrario, on arrive à identifier des biomarqueurs qui sont prédictifs de la résistance à ces immunothérapies, on proposera à ces patients d'autres types de thérapies. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. Et si possible, autant identifier des biomarqueurs à partir de prises de sang. Et enfin, le deuxième enjeu, c'est d'essayer de développer de nouvelles immunothérapies. Eh bien, nos travaux de recherche, en fait, s'inscrivent là pour essayer de répondre à ces 2 objectifs, la recherche de biomarqueurs et aussi essayer de développer de nouvelles immunothérapies. Alors maintenant, je vais vous parler du développement de ces nouvelles immunothérapies basées sur nos concepts de recherche fondamentale que nous avons commencé en 2011. 2011, c'est l'année de création du centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Et au travers de la thèse d'une de mes étudiantes donc, qui finissait sa thèse, qui est Anne Montfort, et que vous aurez la possibilité de rencontrer tout à l'heure, puisqu'elle sera là, nous avons identifié une protéine de l'inflammation que vous connaissez peut-être, le TNF-alpha. Le TNF, c'est une protéine qui est fortement produite notamment chez les patients qui sont atteints de maladies auto-immunes. Exemple, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou d'autres pathologies auto-immunes. Donc nous avons pu montrer que dans le contexte de l'immunothérapie, chez la souris, il y avait une production massive de TNF. Et contrairement à ce que nous pensions initialement, on s'est rendu compte que cette production de TNF, elle n'était pas importante pour faciliter l'élimination des cellules tumorales, mais qu'à contrario, elle constituait elle aussi une sorte de frein vis-à-vis de l'activation des lymphocytes. Donc on a montré tout simplement que ce TNF était causalement impliqué dans la résistance des cancers, donc principalement dans des modèles de mélanome, mais aussi dans des modèles de cancer du poumon et des cancers du sein. Donc c'est ce que nous avons fait dans notre laboratoire. On a été les premiers à faire cette découverte. On a publié ces travaux dans une revue qui s'appelle Nature Communication, qui est une revue d'excellent niveau scientifique. Et puis ensuite, point très important, c'est que finalement, le concept que l'on a publié a été repris par d'autres, confirmé par d'autres, dans d'autres modèles encore de cancer, notamment des cancers digestifs. Donc il y a une équipe espagnole et une équipe américaine qui a rebondi sur ce concept et qui a confirmé que le TNF était causalement impliqué dans la résistance à des immunothérapies, donc dans d'autres types de cancers. En discutant avec Nicolas Meyer, donc l'oncodermatologue de l'IUCT, je me suis rendu compte que le TNF était aussi important chez les patients, puisque lorsque ils étaient traités par immunothérapie, une forte production de TNF était associée à l'induction d'effets indésirables, d'effets secondaires, d'auto-inflammation, voire même d'auto-immunité. Et
Donc Nicolas me disait que parfois il lui arrivait de traiter ses patients avec des biothérapies qui ciblaient le TNF avec une injection d'anti-TNF, donc des anticorps neutralisant ce TNF-alpha, et que chez bon nombre de patients, il y avait une amélioration des effets indésirables. Donc fort de ce constat, on s'est dit pourquoi ne pas co-administrer chez les patients atteints de mélanome métastatique des anti-TNF qui devraient permettre d'augmenter la tolérance et des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, de telle sorte donc à essayer de réactiver le système immunitaire. Et c'est ce que l'on a fait au travers de la réalisation de 2 essais cliniques, donc basés sur le rationnel scientifique de mon équipe de recherche et aussi de la pratique médicale de Nicolas Meyer. Donc le premier essai clinique, c'est TICIMEL, qui vise à évaluer la sûreté et la tolérance de la combinaison des anti-TNF avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Et le deuxième essai clinique, c'est MELANEF. C'est un essai clinique qui vise à identifier des biomarqueurs prédictifs de la réponse ou de la résistance des patients à ces immunothérapies. Donc Nicolas Meyer est le responsable clinique de ces essais cliniques et moi je suis responsable des analyses biologiques. Et donc dans ce contexte, on a pu bénéficier d'un premier soutien de l'ARC, soutien conséquent de 450 000 euros, donc de 2019 à 2022. Et je vais vous présenter très brièvement les principaux résultats que nous avons pu obtenir grâce au soutien de l'ARC. Donc les choses vont se compliquer un petit peu dans le sens où il existe différents anti-TNF que l'on peut administrer chez les patients et nous avons fait le choix de tester 2 types d'anti-TNF. Ils sont représentés schématiquement sur cette figure. Vous avez un médicament que l'on appelle l'infliximab, qui est un véritable anticorps, et c'est celui qui avait été utilisé et qui est encore utilisé pour essayer d'augmenter la tolérance des immunothérapies chez les patients. Donc on a décidé de co-administrer cet infliximab avec des immunothérapies qui ciblent CTLA4 et PD1. Et on a aussi constitué une seconde cohorte de patients en administrant anti-CTLA4 et anti-PD1 avec le deuxième type d'anti-TNF que vous avez sur la gauche, qui n'est pas vraiment un anticorps, mais qui permet de neutraliser efficacement le TNF-alpha. Vous voyez que, même si vous ne connaissez pas grand-chose de la structure des molécules, mais vous voyez que schématiquement, elles ont des structures qui sont très différentes. Et elles ont pourtant la même cible thérapeutique, c'est le TNF-alpha. Et malgré ça, on s'est rendu compte que ces 2 anti-TNF testés en combinaison avec les immunothérapies ne donnent pas les mêmes résultats cliniques. Donc vous avez la molécule de gauche qui tendrait à augmenter l'efficacité des immunothérapies, en accord avec les hypothèses que nous avions formulées à la base, et la molécule donc de droite qui, elle, tend à augmenter la tolérance, comme ça avait déjà été observé en clinique par mon collègue, le professeur Nicolas Meyer. Quelques exemples. Donc, là, ici, vous avez des histogrammes qui vous montrent l'évolution des lésions métastatiques. Donc, quand vous avez les barres qui vont vers le bas, ça veut dire que vous avez des réponses cliniques objectives. Donc, les patients répondent à l'immunothérapie associée aux anti-TNF. Vous pouvez voir que chez les patients de la cohorte certolizumab, vous avez une réponse clinique objective qui semble majeure chez la majorité des patients. Chez les patients de l'autre cohorte qui ont reçu l'autre anti-TNF, vous pouvez voir que vous avez schématiquement 50% de réponse clinique objective. Et ces 50%, finalement, c'est la proportion à laquelle on s'attend classiquement quand on administre des anti-CTLA4 et des anti-PD1 chez les patients. Donc il ne semble pas que le fait de co-administrer l'infliximab aux immunothérapies classiques, ça augmente l'efficacité. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'on avait un impact positif sur la tolérance. Donc on augmentait la tolérance et notamment on réduisait l'incidence des colites qui sont induites par les immunothérapies. Et avec le certolizumab, on a donc un signal d'efficacité. Alors quelques exemples
d'imagerie médicale qui permettent de montrer des réponses cliniques objectives chez des patients, aussi bien dans la cohorte certolizumab que dans la cohorte infliximab. Vous pouvez voir ici des métastases pulmonaires sur la gauche, et vous voyez qu'au fur et à mesure du traitement, week 1, donc première semaine, 12e semaine, 36e semaine, vous avez des régressions de ces métastases pulmonaires. Et même chose chez un patient de la cohorte infliximab, où là, vous avez une régression d'une métastase au niveau hépatique. Et ça, c'est quand même une observation qui est très intéressante parce que ces métastases hépatiques restent très difficiles à traiter avec des immunothérapies classiques. Donc, on a peut-être quand même un signal d'efficacité de notre nouvelle trithérapie sur ces métastases hépatiques. Alors, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de nouveau d'un soutien de l'ARC à hauteur de 450 kg € pour la période à venir, donc 2023-2025. Le titre du projet, c'est des anti-TNF pour augmenter l'efficacité des immunothérapies ciblant PD1 et CTLA4. Des mécanismes fondamentaux, donc on part vraiment du fondamental, à l'immunothérapie chez les patients atteints de mélanome avancé. Les principaux objectifs, ils sont doubles. Premièrement, un objectif qui me tient particulièrement à cœur, c'est comprendre pourquoi finalement les deux anti-TNF ne donnent pas les mêmes réponses clinico-biologiques. Et le deuxième objectif, qui est aussi très important d'un point de vue scientifique et médical, c'est d'essayer d'identifier des mécanismes de résistance et des biomarqueurs prédictifs de résistance à cette nouvelle immunothérapie que l'on propose. Donc, quelles sont les méthodes que l'on va utiliser pour développer ce projet? On va avoir une partie expérimentation animale, donc basée sur l'utilisation de modèles de souris uniques qui expriment un TNF humain et qui vont nous permettre de tester des anti-TNF que l'on teste chez les patients, que l'on administre chez les patients en clinique. Donc là, on a véritablement un modèle qui va nous permettre de tester les médicaments testés chez les patients. On va les tester donc chez la souris. Ensuite, donc, on a une partie de recherche clinique et de recherche translationnelle chez les patients atteints de mélanome avancé, donc chez qui on co-administre les anti-TNF avec les immunothérapies. On va utiliser des techniques de pointe. Donc là, vous aurez la possibilité tout à l'heure de faire la visite du plateau technique avec mon collègue et ami, le docteur Frédéric Lopez, qui vous montrera les différentes technologies que l'on utilise pour essayer de répondre aux questions scientifiques que l'on se pose. Il y aura entre autres des analyses très précises des populations lymphocytaires par une technique que l'on appelle la cytométrie en flux. On fait aussi des analyses moléculaires extrêmement poussées, avec des techniques d'analyse des ARN sur cellules uniques. Donc là, on a la chance d'avoir cette technologie présente sur ce plateau technique. Et puis ensuite, on fait des analyses de microscopie qui nous permettront donc de clarifier un petit peu les mécanismes moléculaires, donc différemment activés avec les deux anti-TNF que l'on teste dans ce projet. L'idée étant de faire une étude extrêmement approfondie des réponses immunitaires. Donc on va notamment étudier l'expression des gènes sur cellules uniques. Donc on va regarder les ARN sur cellules uniques des lymphocytes T qui sont spécifiques des cellules tumorales. Donc ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire au sein de mon équipe. Mais par contre, c'est une technologie qui a été mise au point par le professeur Maha Ayoub, qui est collaboratrice sur ce projet. Et donc, c'était vraiment très important d'avoir cette collaboration avec ce professeur qui a développé cette technologie extrêmement précise. Et je pense qu'on est quasi les seuls dans le monde à pouvoir faire ce type de technique. Ensuite, on a établi une collaboration avec le docteur Anne Dejean, parce que quand on a généré les résultats préliminaires qui ont constitué le rationnel scientifique de ce projet, on a mis le doigt sur une protéine qui s'appelle EOMES. Et cette protéine EOMES
C'est un facteur de transcription qui joue un rôle important dans l'établissement notamment de la mémoire immunitaire, dans la survie des lymphocytes T, dans l'activation, l'orientation de ces lymphocytes T. Et donc, on a la chance d'avoir une experte à Toulouse de cette protéine EOMES. Il s'agit du docteur Anne Dejean. Bon, malheureusement, le docteur Anne Dejean ne travaille pas au CRCT, donc on a été obligé d'établir une collaboration avec un autre institut toulousain. Mais c'est vraiment un grand plaisir que de collaborer avec Anne Dejean, qui possède des outils, aussi bien chez la souris que des outils pour pouvoir étudier cette protéine chez les patients, qui vont nous permettre d'évaluer le rôle de cette protéine dans le contexte de notre trithérapie. Et enfin, vous avez eu déjà une sensibilisation par le professeur Delors et le professeur Favre sur le fait qu'il est de plus en plus important d'intégrer des analyses informatiques, des analyses de métadonnées, donc des big data, que l'on génère avec toutes les approches que je vous ai citées au-dessus. Et ces analyses bioinformatiques, on les fait notamment avec un chercheur qui s'appelle le docteur Vera Pancaldi, que l'on a eu la chance de faire venir au CRCT il y a maintenant 3 ans, et avec laquelle je collabore, et qui me permet de co-encadrer une thèse, la thèse de Mathieu Genet, qui est un bioinformaticien, donc, qui réalise sa thèse sous ma codirection avec Vera Pancaldi, et qui va nous permettre finalement d'intégrer l'ensemble des données que l'on génère au niveau du laboratoire, aussi bien chez la souris que chez les patients, de telle sorte à essayer de clarifier les mécanismes moléculaires impliqués dans le contexte de nos thérapies. Donc l'idée étant de développer un rationnel scientifique qui soit suffisamment solide pour pouvoir passer à l'étape supérieure, notamment dans le contexte des essais cliniques. Donc nous avons déjà réalisé des essais cliniques dites de phase 1, donc sur un nombre relativement limité de patients. Et maintenant, notre ambition, c'est d'essayer de consolider notre rationnel scientifique pour convaincre finalement la nécessité de développer des essais cliniques de plus grande ampleur, et notamment des essais cliniques de phase 2. Donc en fait, l'immunothérapie des cancers constitue un nouveau pilier. Vous savez que pour soigner et guérir le cancer, vous avez différentes stratégies thérapeutiques. Les premières, c'était la chirurgie, et c'est encore une approche thérapeutique qui sauve bon nombre de patients. La chimiothérapie, la radiothérapie et, plus récemment, la thérapie ciblée. Mais malheureusement, cette thérapie ciblée ne concerne pas tous les patients puisqu'elle cible des mutations qui ne sont pas exprimées dans les cellules tumorales de l'ensemble des patients. Et donc, au cœur de cette stratégie thérapeutique, maintenant se développe l'immunothérapie. Donc on a vu immunothérapie de première génération avec des résultats déjà cliniques objectifs qui étaient tout à fait intéressants. Immunothérapie de seconde génération, là encore, on améliore encore plus la prise en charge thérapeutique des patients. Et puis nous, on a un projet de recherche qui est ambitieux et qui vise à essayer de renforcer ce pilier d'immunothérapie. Alors bien entendu, ça s'inscrit dans une compétition mondiale. On n'est pas les seuls à travailler dans ce domaine, vous imaginez bien. Et même, on a des collaborations internationales pour essayer de renforcer ce pilier. Donc simplement pour préciser le fait que finalement, on a un projet de recherche qui part vraiment du fondamental et qui va jusqu'à la clinique. Donc c'est un projet de recherche qui émane du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. On a la chance, vous le verrez au travers de la visite de nos locaux, d'avoir une passerelle entre l'établissement de recherche fondamentale et l'établissement hospitalier, ce qui nous permet de réaliser de la recherche translationnelle. Donc la recherche translationnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement l'utilisation d'échantillons biologiques de patients pour essayer de comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont activés ou qui sont inhibés chez des patients qui répondent ou au contraire à des patients qui résistent aux immunothérapies. Et puis ensuite, on a l'ambition de transférer ces recherches fondamentales et ces recherches translationnelles vers de la recherche clinique à proprement parler, notamment dans le
le cadre des essais cliniques. Donc ce sont des projets qui sont intégrés et qui mobilisent beaucoup de monde, donc des chercheurs, des techniciens, des cliniciens, des soignants, qui nécessitent une collaboration entre différents instituts, donc des hôpitaux, des instituts de recherche, l'université très importante pour pouvoir former les pharmaciens, les médecins de demain et les scientifiques aussi de demain. On a aussi une très forte interaction dans nos projets avec l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est un point qui est essentiel. L'industrie pharmaceutique, non seulement génère les médicaments, les fabrique, mais en plus sont des supports financiers importants, notamment pour financer les essais cliniques. Donc, quel est le rôle de l'ARC finalement dans tout ça? C'est un rôle essentiel parce que l'ARC nous soutient pour pouvoir renforcer ce rationnel scientifique qui va ensuite nous permettre de convaincre les industriels de pouvoir financer des essais cliniques. Et bien sûr, on espère que cette recherche intégrée bénéficiera aux patients. Donc là, je vous présente les acteurs de ce projet de recherche. Donc tout d'abord, l'équipe Mélasphinx que je co-dirige avec Nathalie Andrieux-Abadi, donc en haut de la diapositive. Et puis ensuite, donc, mes collaboratrices, le professeur Maha Ayoub, docteur Clara Scarlata, Marie Michelas, et puis aussi donc, le docteur Anne Dejean avec Cindy Payex et Anne-Louise Ledors qui font partie intégrante de ce projet. Alors j'aimerais finir cette présentation avec deux phrases que j'ai extraites du site web de l'ARC. Donc une première phrase, c'est « Ensemble, accélérons la recherche pour sauver plus de vies ». Alors ensemble, oui, effectivement, c'est un bien grand mot et je pense que c'est très important de vous accueillir et de vous faire part un petit peu de l'avancée de nos travaux parce que sans les donateurs, on n'aurait pas suffisamment de moyens pour pouvoir développer le type de recherche que l'on développe. Donc on a vraiment besoin de vous pour pouvoir accélérer cette recherche et ensuite, avec l'ambition, bien entendu, de sauver plus de vies. Après, il y a une phrase qui peut paraître un petit peu démagogique. « Guérir le cancer, tous les cancers ». Donc ça aussi, c'est une phrase que j'ai extraite du site web de l'ARC. Nous travaillons spécifiquement sur le mélanome. Mais on s'est rendu compte que finalement, les immunothérapies que l'on proposait, notre concept d'association des immunothérapies qui ciblent les points de contrôle immunitaire avec les anti-TNF, eh bien finalement, peut avoir une certaine efficacité pour le traitement du cancer du poumon, pour le traitement du cancer du sein. Et puis d'autres, donc, comme je vous le disais, ont montré des bénéfices pour le traitement des cancers du côlon. Donc, je n'ai pas la prétention de dire qu'on va sauver tous les cancers, bien sûr que non. Mais par contre, même si on est spécialisé dans le traitement du mélanome, il n'est pas impossible que l'on puisse faire bénéficier d'autres pathologies cancéreuses de nos avancées dans ce contexte de l'immunothérapie. Et enfin, donc, je souhaite de nouveau renouveler mes remerciements pour votre soutien et puis je vous remercie pour votre attention.